Elle avait cette façon de parler de la fin comme si elle n'en avait plus peur. Une sérénité fragile qui surprenait même ceux qui la connaissaient depuis toujours. À 88 ans, Françoise Hardy n'essayait plus de protéger son image, ni de sauver quelque chose de son passé. Elle voulait seulement dire ce qui restait, ce qui comptait encore. Vous savez, ce n'est pas une confession. C'est juste ce que je n'avais jamais osé formuler, murmure-t-elle dans un souffle presque détaché. Jacques Dutronc, lui, n'a jamais été un homme facile à saisir. Distant par pudeur, imprévisible par instinct, il représente dans la vie de Françoise à la fois la blessure et l'évidence. Leur histoire, longue de plus d'un demi-siècle, n'a jamais ressemblé à un roman d'amour classique. Eux-mêmes l'ont souvent résumé d'un sourire un peu fatigué. On s'est aimé comme on a pu. Pourtant, derrière cette formule, la tension, l'admiration et la douleur ne se sont jamais vraiment effacées. Ce que Françoise révèle aujourd'hui, c'est cet échange qu'ils ont eu, presque volé au temps, un moment suspendu où deux êtres qui ont tant partagé se retrouvent au bord du silence définitif. Je savais que ce serait peut-être la dernière fois, admet-elle. À cet âge, on ne se ment plus. On ne joue plus avec les mots pour se protéger. On dit ce qui reste coincé entre les années, les regrets et la tendresse. Pourquoi maintenant ? Pourquoi décider, à cet instant précis de sa vie, de raconter ce moment intime ? Parce qu'il y a chez elle cette urgence douce que connaissent ceux qui sentent la fin approcher. Parce qu'elle refuse que leur histoire soit simplifiée, caricaturée en une suite de ruptures et de réconciliations spectaculaires. Parce que ce dernier échange, simple, émouvant, presque banal, dit plus sur leur lien que toutes les photos, toutes les déclarations, toutes les chansons. Je ne veux pas qu'on imagine une scène parfaite, prévient Françoise. Il n'y a pas eu de grands gestes, pas de phrase définitive. Il y a eu la vérité. Et cette vérité, elle l'assume aujourd'hui, d'une voix basse mais ferme. Ce qui revient sans cesse dans ces mots, c'est une forme de gratitude. Pas celle qui brille dans les interviews de promotion, mais celle qui reste quand on a tout vu, tout supporté, et que l'on comprend enfin ce que l'on doit à l'autre. Alors, que s'est-il réellement dit dans ce dernier dialogue ? Qu'a-t-elle entendu dans la voix de Jacques qu'elle n'avait jamais entendu auparavant ? Et surtout, qu'est-ce que ce moment a changé pour elle ? Pourquoi choisit-elle de le révéler aujourd'hui ? Et que reste-t-il, au bout du silence, du lien qui les unit depuis tant d'années ? On oublie souvent à quel point leur rencontre avait été improbable. Elle, jeune femme encore discrète, fine silhouette anxieuse qui écrivait des chansons comme on écrit des lettres qu'on n'enverra jamais. Lui, garçon frondeur, charmeur sans y penser, un regard moqueur qui promettait autant qu'il se dérobait. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des couples les plus mystérieux de la chanson française. Et pourtant, tout a commencé ce jour-là, dans la nervosité d'un studio où deux trajectoires encore hésitantes allaient se croiser. Françoise s'en souvient avec une précision presque mélancolique. Il avait cette façon d'entrer dans une pièce, comme si tout le monde le regardait déjà. À l'époque, elle doutait de tout, surtout d'elle-même. Jacques, lui, semblait ne douter de rien, mais c'était seulement une apparence, une armure légère qu'il portait pour éviter qu'on devine ses failles. Il plaisantait, comme toujours, pour masquer la timidité. Elle parlait peu, mais chaque phrase avait cette douceur sérieuse qui intriguait. Leur première conversation a été simple, presque banale. Une phrase sur une chanson, une remarque sur une guitare, un sourire un peu surpris. Rien de spectaculaire, et pourtant, quelque chose s'est déplacé. Ce n'était pas un coup de foudre, dit-elle aujourd'hui, mais un glissement, une évidence qui s'installe. À côté de lui, elle sentait une forme de liberté. À côté d'elle, il trouvait un calme inattendu. Deux mondes qui ne devaient pas s'accorder, et qui pourtant s'équilibraient. Il y avait, dans ce premier contact, une tension douce, une curiosité réciproque qu'aucun des deux n'a voulu nommer. Ils étaient jeunes, certes, mais déjà marqués par la vie. Françoise, avec son hypersensibilité que l'on prenait souvent pour de la froideur. Jacques, avec cette distance qu'on confondait avec de l'arrogance. En vérité, ils étaient deux timides, chacun enfermé dans une forme de pudeur différente. Le Paris de ces années-là vibrait, bouillonnait, s'inventait de nouveaux talents. Les maisons de disques cherchaient des voix inédites,
des personnalités qui pourraient faire écho à une jeunesse en quête de sens. Dans ce tumulte, leur rencontre était comme une parenthèse, un moment suspendu, presque en dehors du bruit. Françoise observait Jacques, fasciné par sa façon de se tenir, par son humour provocateur. Jacques l'écoutait, captivé par cette parole douce qui semblait toujours sur le point de se briser. Il y a eu une deuxième rencontre plus tard, dans un couloir exigu après une répétition. « Ça va vous ?» lui a-t-il lancé, avec cette nonchalance qui lui était propre. Elle a répondu « oui, bien sûr », même si tout, en elle, tremblait encore. Mais ce soir-là, elle a senti que quelque chose s'ancrait, une sorte de reconnaissance silencieuse, comme si chacun avait perçu dans l'autre une solitude familière. Leur histoire n'a pas commencé par un geste théâtral. Pas de déclaration étourdissante, pas de promesses, juste des regards, des silences, une complicité qui se tissait sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis, un soir, Jacques lui a dit « Tu sais, j'aimerais bien te revoir, mais ailleurs, sans le monde autour. » Elle a hoché la tête, presque timidement. Il a souri. Et la suite, c'est leur vie entière qui se dessinait dans cet échange discret. Françoise ne s'est jamais donnée facilement. Elle observait avant de s'ouvrir, réfléchissait avant de faire un pas. Jacques, lui, fonçait, puis regrettait, puis revenait. C'était déjà là, dans ce premier moment, la promesse d'une relation faite de contrastes, de malentendus parfois, d'attirance souvent, et de cette étrange fidélité qui les liera toute leur vie. Aujourd'hui encore, elle parle de cette rencontre avec un mélange de douceur et de distance, comme si elle évoquait une époque trop lointaine pour être encore réelle. J'étais jeune, et lui aussi, mais on n'avait pas la même jeunesse, souffle-t-elle. Elle le dit sans reproche, simplement comme une vérité qu'elle a mise des années à comprendre. Ce qu'elle ne dit qu'à demi-mot, c'est que ce jour-là, elle a senti qu'il changerait son existence. Pas par grand amour romanesque, mais par cette présence complexe, irritante parfois, indispensable souvent. Jacques Dutronc est entré dans sa vie sans bruit, et ne l'a plus jamais quitté vraiment. On ne mesure pas toujours ce que représentait leur ascension, parce qu'elle s'est faite presque en parallèle, comme deux lignes qui ne cessent de se frôler sans jamais se confondre. Au milieu des années 60, Françoise Hardy devenait l'icône d'une génération entière, la silhouette mélancolique qui chantait l'amour avec une gravité que personne de son âge n'osait encore afficher. Tous les garçons et les filles résonnaient partout, dans les radios, dans les cafés, dans les chambres d'adolescents qui voyaient en elle la preuve qu'on pouvait être sensible sans être fragile. Elle incarnait une forme de vérité nue, presque déroutante. Jacques Dutronc, lui, apparaissait comme le contrepoint absolu, ironique, insolent, charmeur malgré lui, avec « et moi, et moi, et moi », puis les cactus, il devenait la figure d'un esprit français frondeur, joueur, à la fois drôle et profondément lucide. On disait de lui qu'il se moquait de tout, mais c'était faux. Il observait le monde avec une précision acérée et son humour n'était qu'une manière de tenir la réalité à distance. La France adorait ce duo improbable. La jeune femme élégante et introvertie, le provocateur à la cigarette facile. À cette époque-là, ils vivaient dans deux tempêtes différentes. Françoise courait d'un pays à l'autre, enregistrant en français, en italien, en anglais, en allemand. Un succès d'une ampleur rare. Elle était timide, oui, mais son aura dépassait largement les frontières. Les magazines, les photographes, les producteurs se l'arrachaient sans cesse, parfois jusqu'à l'épuisement. Elle ne le disait pas, mais ce rythme lui coûtait. Elle portait sur les épaules une fragilité qu'elle cachait derrière la discipline. Jacques, de son côté, devenait ce qu'on appelait alors une personnalité. Les plateaux télé voulaient sa désinvolture, les radios voulaient ses phrases qui piquaient, les réalisateurs voulaient son regard qui disait tout en évitant les explications. Il jouait de son image, sans jamais vraiment s'y laisser prendre. « Je fais semblant d'être détaché, mais je m'amuse », confiait-il à un ami. Et tout le monde adorait ce mélange de distance et de présence. C'est dans cette période de gloire simultanée que leur relation a pris une forme particulière, presque clandestine. Ils s'aimaient, oui, mais ils se croisaient à travers les horaires, les obligations, les décollages et les répétitions. Leur amour n'avait rien d'un conte. C'était une addition de rendez-vous volés,
de messages rapides, de regards complices échangés en coulisses. Françoise écrivait, lui composait, chacun avançait porté par une force qu'il ne maîtrisait pas entièrement. Ce qui rendait leur lien unique à cette époque, c'était leur manière de se soutenir sans s'écraser. Il venait parfois la voir en studio sans prévenir, juste pour s'asseoir et écouter. Elle ne disait rien, mais sa présence la calmait. Elle, de son côté, comprenait mieux que personne l'anxiété qui se cachait derrière l'humour de Jacques. Quand il plaisantait trop, c'est qu'il ne se sentait pas bien, explique-t-elle aujourd'hui. Personne d'autre ne l'avait remarqué à l'époque. Ils ne vivaient pas l'un pour l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est ce que les années de gloire ont fixé, l'idée qu'ils étaient deux artistes qui ne pouvaient pas s'absorber mutuellement. Chacun avait son chemin, son rythme, sa respiration. Pourtant, il y avait entre eux cette évidence tranquille, ce fil invisible qui ne rompait jamais. Jacques le reconnaît dans un murmure enregistré plus tard. Elle m'apaisait, même quand je faisais tout pour donner l'impression inverse. Les médias adoraient les opposer. Elle, la muse fragile. Lui, le rebelle élégant. On parlait d'eux comme d'un mythe vivant. Mais derrière les unes de journaux, il y avait une réalité plus simple. Deux êtres qui se cherchaient, qui se perdaient parfois, mais qui revenaient toujours l'un vers l'autre. Ils savaient que leur amour n'était pas facile, mais il était réel, à sa manière un peu maladroite, un peu cabossée. Ce fut aussi l'époque où Françoise, malgré le succès, commença à sentir un poids sur ses épaules. La notoriété ne lui apportait pas la joie que le public imaginait. « Je ne suis pas faite pour la lumière », confiait-elle déjà. Et Jacques, même s'il comprenait cette douleur, ne savait pas toujours comment la soulager. Il avait son propre combat avec la célébrité, qu'il déguisait sous un sourire narquois. Mais leurs années de gloire ont forgé quelque chose d'essentiel. Une loyauté silencieuse, une forme de tendresse que même les crises futures ne pourraient pas effacer totalement. Ils étaient, en pleine ascension, deux êtres qui tentaient de survivre à l'intensité d'un monde qui exigeait tout le temps. Ils se tenaient maladroitement, mais sincèrement. Et si leur histoire devait un jour se fissurer, c'est dans cette période de lumière qu'on en trouve les premières ombres, car la gloire, chez l'un comme chez l'autre, n'a jamais été un refuge, mais un test permanent. On croit parfois que les histoires se brisent d'un seul coup, dans un cri, un geste de trop, une scène qui marque une rupture nette. Mais chez eux, tout a commencé autrement. Pas par un choc, mais par une suite d'infimes déplacements. Des regards un peu plus courts, des silences un peu plus longs, des soirées où chacun restait enfermé dans sa propre fatigue. Les fissures, chez Françoise et Jacques, sont apparues dans ces zones grises où l'on ne sait plus très bien si l'on s'éloigne ou si l'on essaie seulement de respirer. Françoise, à cette époque, portait déjà une part d'inquiétude que beaucoup ne voyaient pas. Elle se sentait écrasée par des choses invisibles. Ce sont ses mots. L'exposition médiatique, la pression, les attentes permanentes la fatiguaient d'une manière que Jacques, malgré toute sa tendresse instinctive, avait parfois du mal à comprendre. Lui vivait chaque journée dans une forme d'improvisation assumée. Elle, dans un besoin presque vital de structure. Deux tempéraments opposés, qui s'étaient attirés, mais qui commençaient aussi à se heurter. Mais alors, comment ces premières tensions se sont-elles imposées dans leur quotidien ? D'abord par l'absence, les tournées, les studios, les déplacements incessants. Françoise partait, Jacques revenait, ou l'inverse. Ils se croisaient comme deux voyageurs sur des rails parallèles qui n'offraient aucun répit. On ne vivait plus ensemble. On se retrouvait seulement, dira-t-elle plus tard, sans amertume, mais avec une lucidité calme. Pourtant, à cette époque, elle attendait encore des signes, des gestes, un mot peut-être, qui lui prouveraient que leur lien tenait malgré tout. Jacques, lui, répondait à sa manière. Avec humour, avec charme, parfois avec une désinvolture blessante sans qu'il le veuille vraiment. Il n'était pas insensible, il était simplement maladroit et pudique, trop pudique. Quand elle se taisait, il croyait qu'elle allait bien. Quand il plaisantait, elle croyait qu'il se détachait. Deux interprétations opposées, pour une même inquiétude. Pourtant, une question les hantait déjà, chacun de son côté. Comment continuer à aimer quand tout autour de soi exige, réclame, absorbe ? Ce soir-là, Françoise est rentrée d'une interview interminable où on lui avait parlé davantage de Jacques que de sa musique.
Elle s'est sentie effacée. Elle en avait l'habitude, mais cette fois, cela l'a touchée plus profondément. Elle a trouvé Jacques installé dans le salon, cigarette à la main, l'air un peu absent. Il lui a lancé un sourire rapide, celui qu'il utilisait souvent pour éviter les conversations trop longues. Et ce sourire-là, précisément, a fissuré quelque chose. Elle aurait voulu lui dire ce qu'elle ressentait, mais les mots ne venaient pas. Alors elle s'est tue. Et lui, croyant bien faire, a comblé le silence par une plaisanterie légère, une phrase anodine. Et pourtant, elle l'a reçue comme un mur. J'ai compris ce soir-là que nous ne nous entendions plus. Pas sur les mots, sur le fond, dira-t-elle plus tard, la voix encore troublée par l'écho de cette scène. Les jalousies, les incompréhensions, les horaires impossibles, tout cela se mêlait désormais. Et au lieu d'en parler, chacun se repliait sur sa propre manière de survivre au tumulte. Elle, avec une sensibilité de plus en plus fragile. Lui, avec un humour de plus en plus coupant. Ils n'étaient pas ennemis, ils n'étaient même pas fâchés, ils étaient en décalage. Pourtant, malgré ces tensions, quelque chose tenait encore. Une loyauté profonde, une forme d'attachement que même la fatigue ne parvenait pas à dissoudre. Ils continuèrent à se voir, à partager des moments, à se soutenir. Mais un voile était tombé entre eux, mince mais réel. Et ce voile, Françoise le ressentait à chaque fois qu'elle croisait son regard. Elle voyait bien qu'il l'aimait toujours, mais différemment. Et lui voyait bien qu'elle l'aimait encore, mais plus comme avant. Il n'y eut pas de grande scène, pas de cris, pas de portes claquées, seulement des signes diffus, des gestes automatiques, des hésitations dans leur voix. C'est cela, les fissures, ce qui ne s'avoue pas, ce qui se glisse dans la routine, ce qui fragilise sans bruit. Et pourtant, ces fractures invisibles préparaient déjà la tempête. Une tempête que ni l'un ni l'autre n'osait imaginer, mais qui allait les emporter dans un mouvement plus fort que leurs efforts, plus implacable que leur tendresse. Les fissures, au fond, ne sont que le début de tout ce qu'ils ne se sont jamais vraiment dit. On imagine souvent la rupture comme un moment précis, une ligne nette qui sépare l'avant de l'après. Chez eux, rien n'a été si clair. La crise s'est installée comme une ombre lente, un voile qui s'épaissit, un poids que chacun porte sans oser le nommer. Ce n'était pas un effondrement soudain, c'était une accumulation, un trop-plein de fatigue, de malentendus, de silence qui devenait plus lourd que les mots. Ce qui a tout accéléré pourtant n'est pas venu d'un désaccord amoureux, mais du corps. Celui de Françoise, fragile par essence, commençait à céder sous la pression des années, des tournées, des traitements, des angoisses qu'elle avait toujours trop bien cachées. Elle ne cherchait pas la plainte, elle cherchait l'air, elle cherchait Jacques. Mais il ne savait pas toujours lire ses signaux, et elle n'osait pas demander plus qu'il ne donnait. La maladie, d'abord discrète, fut ce premier mur invisible. Une douleur qu'elle minimisait, un examen qu'elle repoussait, une fatigue qu'on prenait pour du surmenage. Puis, soudain, la nouvelle est tombée. Brutale, froide, indiscutable. Elle devait tout arrêter, revoir ses priorités, repenser sa vie. Son corps lui imposait ce que son cœur refusait, une pause. Mais alors, comment annoncer cela à Jacques, lui qui n'avait jamais su apprivoiser la vulnérabilité, ni celle des autres, ni la sienne? Elle l'a fait en douceur. Une phrase simple, une phrase trop simple peut-être. Il a hoché la tête, pris un air grave. Elle avait espéré qu'il la prenne dans ses bras, qu'il cherche à comprendre. Mais Jacques, fidèle à lui-même, a réagi par pudeur, par maladresse, par peur aussi. « Tu vas t'en sortir, hein ?» a-t-il lancé, presque comme une plaisanterie, une tentative malhabile de dédramatiser l'insupportable. Pourtant, ce soir-là, ce fut le début d'une distance. Non pas l'abandon d'un homme, mais l'impossibilité d'affronter ce qui l'effrayait le plus, la fragilité de celle qu'il aimait. Il ne savait pas être le pilier qu'elle avait besoin d'avoir. Il n'en avait jamais appris le langage, et elle, face à son silence, s'est repliée sur elle-même. Puis il y eut cet épisode que Françoise évoque aujourd'hui avec une sincérité déconcertante. Une journée de trop, où la douleur était si forte qu'elle ne parvenait plus à chanter. Jacques était là, mais absent, perdu dans ses propres doutes. Il la regardait sans savoir quoi dire,
Elle l'a regardé sans savoir quoi demander. Ils étaient proches, mais séparés par une incompréhension profonde, une fissure devenue fracture. Elle ne lui en veut pas, elle ne lui en a jamais voulu. Jacques n'a jamais été cruel, dit-elle. Il était juste démuni. Mais la réalité restait là. Elle affrontait une tempête, et lui n'avait pas les outils pour la traverser avec elle. Les semaines suivantes ont cristallisé la rupture. Non pas une séparation officielle, écrite, décidée, mais une forme de désengagement silencieux. Elle a commencé à vivre davantage seule, à s'organiser autour de son traitement, à se concentrer sur son fils. Lui est parti tourner, travailler, s'entourer de musiciens, d'amis, de rires qui lui permettaient de tenir à distance l'angoisse qu'il n'admettait pas. Ce n'est pas un scandale qui les a éloignés, pas un adultère, pas une découverte brutale, pas un choc médiatique. C'est plus simple et plus triste, le quotidien. L'impossibilité de trouver le même rythme, les besoins différents, la peur, la maladie, le temps qui usent les forces. Ils ne se sont jamais criés dessus, ils ne se sont jamais déchirés, ils se sont effacés l'un de l'autre, lentement, doucement, inévitablement. Ce soir-là, celui que Françoise désigne aujourd'hui comme la véritable rupture, même si les journaux ne l'ont jamais su, elle s'est retrouvée seule dans le salon. Jacques venait de partir précipitamment pour un engagement. Elle savait qu'il reviendrait, mais elle a soudain compris que quelque chose avait changé. Qu'ils n'étaient plus un couple, mais deux êtres qui se croisaient encore par loyauté, par affection, par habitude, pas par amour partagé avec la même intensité. Elle s'est assise, a allumé une petite lampe et a laissé venir ce qu'elle redoutait, la certitude que leur histoire entrait dans une autre phase. Pas une fin brutale, une transition, vers une tendresse différente, une relation qui allait survivre, oui, mais sous une autre forme, plus distante, plus fragile, plus lucide. Jacques ne l'a jamais abandonné. Il n'en aurait pas été capable. Il a continué à l'aimer, à sa manière, maladroite, irrégulière. Mais la crise les avait changés, et ce changement était irréversible. La rupture pour eux n'a pas été un adieu. Elle a été une manière de se protéger, d'avancer, de respirer chacun de son côté. Et derrière la tempête, pourtant, une question restait suspendue. Comment réapprend-on à se tenir l'un près de l'autre? Quand on s'est déjà éloigné sans bruit? Après la rupture silencieuse, ils ont appris à vivre autrement. Non plus comme un couple, mais comme deux êtres liés par une histoire trop profonde pour disparaître. La tempête avait laissé ses traces, la fatigue, la distance, la lucidité, mais elle avait aussi ouvert un espace nouveau, fragile, où chacun pouvait enfin respirer sans craindre d'étouffer l'autre. Françoise, affaiblie mais déterminée, s'est recentrée sur l'essentiel, son fils, sa santé, sa musique, dans cet ordre-là. Elle a souvent dit qu'à partir de ce moment, elle avait commencé à se désencombrer, à retirer de sa vie tout ce qui la blessait ou la surchargeait. La célébrité ne l'impressionnait plus, elle la supportait. Elle a continué d'écrire, de composer, mais sans la pression de l'époque glorieuse. Sa voix changeait, son corps aussi, mais son regard sur le monde devenait plus précis, plus vrai. Jacques, de son côté, n'a pas immédiatement compris ce que signifiait cette nouvelle distance. Il y a eu une période où il se réfugiait dans le travail, les tournages, les chansons, comme s'il cherchait à compenser un vide qu'il ne voulait pas nommer. Je ne suis pas doué pour les émotions. Enfin, pas celle-là, avouera-t-il bien plus tard. Il savait qu'il avait blessé, sans le vouloir, et il savait aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais alors, pourquoi sont-ils restés proches? Pourquoi n'ont-ils jamais rompu complètement? Parce que leur lien était plus ancien que leur blessure. Parce que Jacques restait, quoi qu'on en dise, l'un des rares hommes capables de la faire rire même dans les jours les plus sombres. Parce que Françoise, malgré la distance, n'a jamais cédé à la rancœur. Elle ne fonctionne pas ainsi. Elle analyse, elle ressent, elle s'interroge. Mais elle ne détruit pas. Il y eut un moment particulièrement significatif. Un de ces jours où le passé et le présent se rencontrent sans prévenir. Françoise venait de sortir d'un rendez-vous médical éprouvant. Elle tremblait légèrement. Et c'est Jacques qui l'a appelée. Par hasard, dira-t-il. Par instinct, dira-t-elle. La conversation a été courte, 3 minutes, pas plus. Ça va? Elle a répondu oui. Il a entendu non. Et pour une fois, il ne l'a pas caché derrière une plaisanterie. Si t'as besoin de moi, je suis là.
Elle n'a rien dit. Mais cette phrase-là a eu l'effet d'une main posée doucement sur son épaule. Pas un geste d'amour passionnel, non. Un geste de fidélité, de maturité, d'un homme qui avait compris, trop tard peut-être, mais qui avait compris. Pourtant, ce n'était pas un retour. Ils ne redeviendraient jamais ce qu'ils avaient été, mais ils allaient devenir autre chose. 2 alliés, 2 confidents, 2 parents aussi, soudés par l'amour immense qu'ils portent à Thomas. Ils apprirent à partager les moments essentiels sans se heurter, à se respecter dans leur fragilité respective, à accepter que la vie les avait changés. Dans cette période, Françoise a beaucoup écrit. Des lettres, des notes, des esquisses de textes. Elle décrivait ce qu'elle ressentait avec une acuité presque chirurgicale. Vieillir, disait-elle, c'est apprendre à ne plus attendre. Et pourtant, lorsqu'elle parlait de Jacques, on sentait parfois, dans une inflexion de voix, qu'elle attendait encore quelque chose. Pas de l'amour, mais de la vérité. Lui, de son côté, restait ce mélange déroutant de légèreté et de gravité. Il pouvait disparaître pendant des semaines, puis réapparaître avec une phrase pleine de tendresse, presque enfantine. « Tu sais, j'ai pensé à toi l'autre jour. » Comme s'il vérifiait que le fil n'était pas rompu. Il ne s'excusait jamais vraiment, mais il revenait toujours. Et c'était, à sa manière, sa façon de réparer. Les années ont passé. Les maladies de Françoise se sont aggravées. Les interviews se sont espacées. Sa voix est devenue plus fragile, mais aussi plus lumineuse lorsqu'elle évoquait Jacques. Elle parlait de lui sans détour, avec une honnêteté qui bouleversait. Jacques n'a jamais su me garder, mais il n'a jamais su me perdre non plus. Une phrase qui résume toute leur histoire, avec une douceur vertigineuse. Lorsqu'on lui demandait si elle regrettait quelque chose, elle répondait souvent « non ». Parce que ce que nous avons vécu, même imparfait, était vrai. Et dans cette vérité-là, Jacques avait encore sa place. La tempête ne les avait pas séparés, elle les avait transformés. Ils n'étaient plus amoureux comme avant. Ils étaient liés autrement, par le temps, par l'histoire, par la tendresse. Et derrière cette reconstruction calme, une question demeurait suspendue. Que restait-il encore non dit entre eux? Quelle confession l'un d'eux portait-il encore dans le silence? Il arrive un moment, dans la vie de certains artistes, où le silence devient plus lourd que la parole. À 98 ans, Françoise Hardy en était là, à ce point fragile, presque translucide, où le corps s'efface, mais où la lucidité devient implacable. Sa voix, encore douce mais si lente, semblait porter le poids de toutes les années qu'elle n'avait jamais racontées. Et c'est précisément dans cet état de vérité nue qu'elle a décidé de prononcer ce qu'elle avait toujours gardé pour elle. Vous savez, j'ai longtemps pensé que certaines choses devaient rester secrètes, par pudeur, par respect ou par peur. Elle marque une pause, elle ferme les yeux, puis elle ajoute, presque chuchotée, « Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. » Ce qu'elle s'apprête à dire n'est pas une révélation spectaculaire. Ce n'est pas un scandale, ni une accusation, ni un aveu dramatique. C'est plus intime, plus fragile, plus humain. Ce sont ces quelques mots qu'elle n'a jamais osé adresser à Jacques, ni dans les années heureuses, ni dans les périodes troublées, ni même dans la distance respectueuse qui avait marqué leur maturité. Elle inspire lentement. Le dernier échange que j'ai eu avec Jacques, je ne l'ai jamais raconté. Pas complètement. On sent dans sa voix une solennité nouvelle, comme si elle s'aventurait dans un territoire qu'elle n'avait jamais voulu explorer publiquement. Ce moment-là remonte à seulement quelques années. Elle était déjà affaiblie, le souffle court, la parole difficile. Jacques, lui, avait cette pudeur farouche qui le poussait à cacher son inquiétude derrière l'humour. Il était venu la voir. Il s'était assis près d'elle. Et pendant quelques minutes, ils avaient parlé de choses simples, de Thomas, du chat, de la météo, de ces banalités qui, dans les moments extrêmes, prennent une valeur presque sacrée. Puis, soudain, Jacques avait baissé les yeux. Son regard, d'ordinaire vif et joueur, s'était assombri. « Tu sais, j'ai été un idiot souvent », a-t-il murmuré. Elle en parle aujourd'hui avec une émotion contenue. C'est la seule fois où je l'ai entendu dire ça. Et je ne savais pas quoi répondre. Pourtant, ce n'était pas cela, la révélation. Pas encore. Elle poursuit, la voix tremblante. Il m'a dit « J'aurais dû être plus là, j'aurais dû t'aimer mieux ». Ces mots, infimes mais vertigineux, sont tombés dans la pièce comme une vérité longtemps retenue. Elle ne les avait jamais rapportés, ni dans une interview, ni dans un livre.
ni même à ses amis les plus proches. Elle les avait gardés comme un secret, peut-être même comme une blessure douce. Mais la suite est ce qu'elle révèle aujourd'hui pour la première fois. Elle s'en souvient avec une précision presque douloureuse. Je lui ai demandé pourquoi il me disait cela maintenant, si tard. Et Jacques avait répondu « Parce que je ne veux pas que tu partes en pensant que je m'en fichais. Je ne m'en suis jamais fichu. Jamais. » C'est là qu'elle s'interrompt, longuement. Le silence devient presque un personnage. On entend son souffle fragile, la manière dont elle cherche ses mots, puis elle reprend. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris en 50 ans. Jacques ne savait pas aimer avec les gestes. Il aimait en restant, en revenant, sans savoir le dire. Ce n'est pas une justification, pas une réécriture de leur histoire. C'est une compréhension tardive, mais apaisée. Une forme de réconciliation silencieuse. Une vérité qu'elle porte comme un trésor. Douloureux, mais vrai. Ce qu'elle révèle ensuite est encore plus intime. Elle avoue, pour la toute première fois, « Moi non plus, je ne lui ai jamais dit ce que j'aurais dû dire. Je pensais qu'il le savait, mais je me trompais. Alors je lui ai dit, ce jour-là, très bas, très simplement. » Elle ferme les yeux. Je lui ai dit, « Tu as été l'amour de ma vie, même quand ce n'était plus l'amour. » Une phrase qui résonne comme un testament sentimental. Une phrase qu'elle n'avait jamais osé dire publiquement, par pudeur, par réserve, par respect pour leurs chemins séparés. La révélation n'est pas qu'elle l'ait aimé. Elle n'a jamais menti là-dessus. La révélation, c'est comment elle l'a aimé. Et comment elle a compris, trop tard peut-être, comment il l'aimait en retour. Ce dernier échange simple, fragile, presque chuchoté, a été la conclusion de leur histoire. Non pas une fin, mais une vérité enfin partagée. Une vérité qu'elle accepte aujourd'hui de dévoiler. Parce que le temps, désormais, ne lui fait plus peur. Parce que c'était leur vérité. Et qu'elle ne voulait plus qu'elle se perde. À cet âge où chaque respiration devient une victoire, Françoise Hardy ne cherche plus à convaincre, ni à corriger les récits que d'autres ont faits d'elle. Elle parle lentement, comme si chaque mot devait être pesé avant de quitter ses lèvres. Son histoire avec Jacques, elle ne la raconte pas pour l'embellir ni pour la défendre. Elle la raconte pour la laisser aller, pour qu'elle vive ailleurs qu'en elle. On pourrait croire qu'après tant d'années, tant d'allers-retours, tant de silence, il ne resterait que des souvenirs éteints. Mais non, ce qui demeure est d'une étonnante douceur, une forme de gratitude, presque tendre, envers celui qui a traversé sa vie sans jamais vraiment la quitter. Elle ne renie rien, ni les tensions, ni les blessures, ni les faiblesses. Elle ne sanctifie rien non plus. Elle sait trop bien que leur histoire fut complexe, faite de demi-mots, d'élan maladroits, de pudeurs qui cachaient autant qu'elle protégeait. « Vous savez, on ne comprend pas tout à temps, » souffle-t-elle, comme si elle parlait à quelqu'un qui n'est plus là. Mais on finit par accepter. Cette phrase résume peut-être mieux que tout ce qu'a été leur chemin commun. Non pas une passion flamboyante, mais une lumière basse, stable, qui a continué de briller même dans les années où ils se regardaient à distance. Il serait facile, aujourd'hui, d'imaginer leur relation sous la forme d'un roman interrompu. Mais la réalité est plus subtile. Ils n'ont jamais cessé de se parler, même dans les périodes où ils ne savaient plus quoi se dire. Ils n'ont jamais cessé de se soucier l'un de l'autre, même quand leur vie prenait des directions opposées. Ils n'ont jamais cessé de partager ce lien étrange, indéfinissable, qui dépasse les catégories habituelles. Ni couple, ni ex, ni ami au sens ordinaire. Quelque chose de plus libre, de plus vrai. Quand elle évoque aujourd'hui leur dernier échange, elle ne cherche pas à en faire une leçon de vie. Elle raconte simplement un moment d'humanité pure. Deux voix qui se rencontrent au bord du silence. Deux êtres qui admettent enfin ce qu'ils n'avaient pas pu se dire pendant 50 ans. Ce qu'elle garde de cet instant, ce n'est pas la gravité, ni la tristesse. C'est une forme de paix. Une paix qu'elle avait longtemps cherchée sans savoir où la trouver. Jacques, de son côté, continue d'être présent d'une manière qui lui ressemble. Discrète, pudique, presque fuyante, mais présente. Et c'est cela, au fond, qu'elle retient. Il n'a pas été l'homme parfait. Il n'a pas été le compagnon idéal. Il n'a pas su tout dire, tout faire, tout réparer, mais il a été là, à sa façon. Et cette façon-là, elle l'a comprise trop tard. Mais elle l'a comprise. Aujourd'hui, quand on demande à Françoise si elle regrette, elle secoue doucement la tête. Non, les regrets, c'est pour ceux qui pensent qu'on peut recommencer. Moi, je sais que non.
Pas de fatalisme dans cette phrase. Juste l'acceptation sereine de ce qu'a été la vie. Une vie qu'elle a vécue avec une intensité calme, loin des excès, mais près de l'essentiel. Elle sait que le temps leur échappe désormais, que les jours ne se comptent plus comme avant. Mais elle ne parle ni de fin, ni d'adieu. Elle parle de continuité, de cette ligne invisible qui relie deux êtres malgré les distances, malgré les détours, malgré les années. La caméra ne montre rien. Aucun décor, aucun symbole, seulement sa voix. Et dans cette voix, tout ce qu'elle n'a jamais crié, tout ce qu'elle n'a jamais théâtralisé, tout ce qu'elle a simplement vécu. Puis il y a un silence, un long silence. Elle respire une fois, deux fois, et elle conclut d'un murmure presque imperceptible. Nous avons fait ce que nous avons pu. Et c'était assez. Rien à ajouter, rien à expliquer davantage. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.